Imagine, tu fais un pas et le vide se dérobe sous tes pas. Tu tombes. L'obscurité. Le froid. Des parois de glace se resserrent autour de toi. Tu cries. Mais là-haut, le vent hurle et ta voix se noie dans le blizzard. Personne ne viendra. C'est ainsi que meurent les gens dans les crevasses de l'Elbrus. Et très probablement, c'est exactement ce qui est arrivé à Ekaterina Klimovskaya. Cette histoire s'est déroulée à l'automne 2020. L'histoire d'une alpiniste expérimentée partie pour sa 8e ascension de l'Elbrus et qui n'est jamais revenue. Analysons ce qui s'est passé et qui en porte la responsabilité. Commençons par le contexte. Ekaterina Klimovskaya de Saint-Pétersbourg avait 30 ans. En montagne, elle était loin d'être une débutante. Elle avait déjà à son actif 7 ascensions réussies de l'Elbrus. Elle avait manqué la dernière année en raison de sa grossesse, mais maintenant que sa fille avait un peu grandi, la petite n'avait que 6 mois à l'époque, Ekaterina avait décidé de retourner à la montagne. La 8e ascension. Une routine, pourrait-on penser, pour une personne avec une telle expérience. Mais non. La voie classique par le sud ne l'attirait plus. Elle la connaissait trop bien, l'avait parcourue trop de fois. Chaque virage, chaque repère, elle avait vu tout cela si souvent qu'elle aurait pu le faire les yeux fermés. Son choix s'est donc porté sur le versant nord. Et ça, c'est une toute autre histoire. L'itinéraire est beaucoup plus complexe, techniquement et physiquement. Ici, pas de sentiers battus, pas de foule de touristes, pas cette impression d'être en promenade. Le versant nord, c'est du véritable alpinisme. De plus, elle partait en octobre, et octobre sur l'Elbrus, c'est déjà la fin de la saison. Le ciel peut se couvrir de nuages à tout moment, le vent se lève sans prévenir. La température varie tellement que le matin on marche en polaire, et à midi, on ne sent plus ses doigts même avec des gants. Sur le versant nord, il n'y a pas de ratrax, ces dameuses à chenilles qui, sur le versant sud, déposent les touristes pour 1000 roubles presque jusqu'au rocher de Pastoukov. Il n'y a pas cette infrastructure à laquelle on est habitué sur la voie sud. L'ascension elle-même prend beaucoup plus de temps. Et surtout, en intersaison, il n'y a plus d'équipe de secours de garde sur la montagne. Cela devait donc être une véritable ascension. Sans filet de sécurité, sans commodité, sans droit à l'erreur grave. Ekaterina avait acheté son voyage via la société Club Aventure. Plus tard, les représentants de cette entreprise affirmeront n'être que des intermédiaires, mettant en relation les clients et les guides, c'est tout. En somme, nous n'y sommes pour rien, nous ne sommes qu'une plateforme. Quoi qu'il en soit, Ekaterina a payé 7000 roubles au club et devait encore en donner 21 500 directement au guide, Litvinov. Elle s'est ainsi retrouvée dans un groupe de 18 touristes commerciaux. 18 personnes qui s'apprêtaient à prendre d'assaut l'Elbrus par le nord. Et, c'est important, la majorité des participants n'avaient aucune expérience de telles ascensions complexes. Certains avaient fait de la montagne, oui, certains avaient même atteint des sommets plus faciles. Mais l'Elbrus par le nord en octobre n'est pas l'endroit où aller pour une première expérience sérieuse. Le groupe était dirigé par le guide Dmitri Litvinov de Krasnodar. Sur le site de la société, on le décrivait avec éloge. 41 ans, un instructeur attentionné et strict avec un bon sens de l'humour. Formation, faculté d'histoire de l'université du Kouban. Avait voyagé dans le Caucase, l'Himalaya, l'Altaï, le Pamir, les monts Fansky, les Alpes, le parc de Yosemite. Des dizaines d'ascensions réussies de l'Elbrus, en solo et comme instructeur. En 2013, il avait obtenu un certificat de nivologie. Cela semble solide, cela inspire confiance. Avec Litvinov travaillaient 2 autres personnes, le guide Alexei Pouzikov et Ivan Lepatine, l'un des fondateurs du club Aventure. 3 personnes pour 18 clients. Déjà à ce stade, quelque chose cloche. Mais voici ce qui a été découvert plus tard, au cours de l'enquête pénale. 2 des 3 guides n'avaient pas la qualification requise.
Ni Litninov ni Pouzikov n'étaient des instructeurs guides certifiés en alpinisme ou en tourisme de montagne. Ils n'avaient suivi aucune formation professionnelle dans ce domaine, et ils n'avaient pas non plus l'expérience de l'encadrement de grands groupes. Donc, sur le papier, des dizaines d'ascensions, l'Himalaya, les Alpes, Mais en réalité, une absence de qualification de base. Alors qu'avons-nous? 18 clients, 3 guides. Pour comprendre l'ampleur du problème, même en pleine saison sur le versant sud de l'Elbrus, où tout est aménagé et relativement sûr, la norme est d'un maximum de 3 participants par guide. Et là, c'est octobre, un itinéraire par le nord de catégorie 2A, des participants avec des niveaux de préparation très différents. Certains en bonne forme, d'autres ayant surestimé leurs forces, certains à cette altitude pour la première fois. Dans de telles conditions, il ne devrait pas y avoir plus de 2 personnes par guide. Ce n'est pas un caprice, c'est une question de survie. Mais apparemment, ils ont décidé que ça irait comme ça. Les clients avaient payé, l'itinéraire était approuvé, pourquoi attendre? Le 12 octobre 2020, Ekaterina est apparue pour la dernière fois sur les réseaux sociaux. Elle a posté quelques photos, les montagnes, la neige, l'anticipation. Elle a partagé une publicité de cette même compagnie d'alpinisme. Ils organisaient un tirage au sort pour une ascension gratuite de l'Elbrus. Un détail révélateur, si l'on y pense. les entreprises commerciales sont prêtes à emmener littéralement n'importe qui sur de tels itinéraires. Vous gagnez à la loterie, bienvenue sur le versant nord. 6 jours plus tard, le 18 octobre à 11h du soir, le groupe a quitté le refuge nord. Altitude 3800 mètres. L'assaut du sommet commençait. Habituellement, on part plus tard, à 2 ou 3 heures du matin. Le calcul est simple, il faut être au sommet au plus tard à 13 heures pour avoir le temps de redescendre avant la nuit. Mais ce groupe est parti plus tôt. Très probablement, en raison de la préparation insuffisante des participants, le guide avait prévu un temps supplémentaire pour un rythme lent. Il y a une autre version. Les prévisions annonçaient une détérioration de la météo en milieu de journée et ils comptaient profiter d'une fenêtre météo. Avoir le temps de monter et de descendre avant que ça ne commence. Nuit. Obscurité. Les faisceaux des lampes frontales n'arrachent à la noirceur que quelques mètres de pente devant. La neige crisse sous les crampons. Le souffle s'échappe en vapeur et est aussitôt emporté par le vent. 18 personnes en file indienne gravissent la pente. L'un des participants a renoncé à l'ascension avant même le départ et est resté au camp. Une décision sage, comme on le verra plus tard. Une autre jeune femme a quitté l'itinéraire près des rochers de Lens. Elle a commencé à souffrir du mal aigu des montagnes. Vertige, nausées, faiblesse dans les jambes. À cette altitude, ce n'est pas une plaisanterie. Elle avait besoin de descendre d'urgence. Le guide Ivan Lopatin est parti avec elle. Et maintenant, l'arithmétique devient vraiment triste. Pour 16 personnes, il ne restait que 2 accompagnateurs. Aux rochers inférieurs de Lens, à une altitude d'environ 4600 mètres, le groupe s'est arrêté. C'est là qu'a été prise une décision qui serait ensuite examinée au tribunal. Laisser les cordes et une partie de l'équipement. La logique était la suivante. Les principales crevasses se trouvent plus bas, entre 3950 et 4200 mètres. Ils avaient déjà passé cette section. On pouvait donc s'alléger et continuer plus légèrement. Une corde de secours a tout de même été prise, au cas où. Une seule. Et là, comme c'est souvent le cas dans de telles histoires, la météo a décidé de montrer qui était le maître. La montagne a été recouverte par un nuage. Pas une légère brume, un épais voile gris dans lequel on ne voyait rien. La visibilité est tombée à quelques mètres. Les repères ont disparu. La pente devant, la pente derrière, tout était uniformément blanc, uniformément sans visage. Malgré cela, malgré l'absence de repères près du sommet, le guide a continué à mener le groupe vers le haut. Peut-être espérait-il que le nuage se dissiperait. Peut-être ne voulait-il pas décevoir les clients qui avaient payé et comptaient sur le sommet. Peut-être a-t-il simplement sous-estimé l'ampleur du danger. Le matin du 19 octobre est arrivé. Le ciel ne s'est pas éclairci. La situation ne faisait qu'empirer. Au manque de visibilité s'est ajouté le vent. Pas un simple vent, une rafale. Des bourrasques si fortes qu'elles vous jettent à terre.
La neige vole à l'horizontale, cingle le visage, s'infiltre sous la capuche. Chaque pas est un combat. Chaque inspiration est un effort. Litvinov a enfin pris la bonne décision, faire demi-tour et commencer la descente. Il ne restait que 150 mètres jusqu'au sommet, moins que de la porte d'entrée au magasin le plus proche. Mais continuer était trop dangereux. La montagne ne pardonne pas l'obstination. Le groupe a fait demi-tour. Litvinov est parti en premier, ouvrant la voie. Pouzikov fermait la marche, récupérant les retardataires. Les radios et les téléphones ne fonctionnaient pas à cause de la tempête. Le signal était brouillé, la communication coupée. 16 personnes et 2 guides, sans contact les uns avec les autres. Seulement la voix, qui se noie dans le rugissement du vent. Et quelque part pendant la descente, Litvinov s'est écarté de l'itinéraire. Avec une telle visibilité, ce n'est pas difficile. Un mauvais virage, et vous n'allez déjà plus dans la bonne direction. Le groupe a dévié vers l'est et s'est retrouvé directement dans une vaste zone de crevasses. Les crevasses sur un glacier ne sont pas quelque chose que l'on voit de loin. Elles sont recouvertes de neige. Au-dessus, une surface blanche et lisse. Et en dessous, le vide. Des dizaines de mètres de vide. Vous faites un pas et le pont de neige sous vous s'effondre. Vous n'avez même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. Dans de telles conditions, il est impératif de marcher en cordée. C'est la règle de base. 3 ou 4 personnes sont liées par une même corde. Si l'une tombe, les autres la retiennent. Avec une visibilité nulle, une personne peut tomber ou chuter dans une crevasse sans que les autres ne s'en aperçoivent. Elle disparaît tout simplement. Mais il n'y avait presque rien pour s'encorder. Les cordes étaient restées en bas, sous les rochers de l'Enns. Ils voulaient aller léger. Ils ont économisé des forces. Ils ont économisé du temps. Ils n'ont pas économisé une vie. Dans une telle situation, il serait logique au moins de former un groupe compact. Distance, 1,5 mètre. Chacun voit le dos de celui qui le précède. Si quelqu'un tombe, on le remarque tout de suite. On l'aide tout de suite. Ce n'est pas la solution idéale, mais c'est au moins quelque chose. Mais, selon les souvenirs d'une des participantes, le guide a imposé un rythme trop élevé. Il voulait sortir le groupe de la zone dangereuse plus rapidement. C'est compréhensible. Mais en conséquence, il a commencé à prendre beaucoup d'avance. Ceux qui étaient en bonne forme le suivaient, et les autres prenaient du retard. Le groupe s'est étiré sur des dizaines de mètres le long de la pente. Dans le brouillard blanc, ces mètres se transformaient en abîmes. Tu ne vois pas ceux qui sont devant, tu ne vois pas ceux qui sont derrière. Tu es seul. Personne ne surveillait vraiment les retardataires. En fait, chacun marchait pour soi. Le guide et les participants les plus forts se précipitaient vers le camp. Là-bas, il y a la chaleur, la sécurité. Les plus faibles se traînaient derrière, s'épuisant à chaque pas, espérant sans doute être récupérés par Pouzikov qui fermait la marche. Ekaterina Klimovskaya s'est retrouvée parmi les retardataires. À la descente, elle s'est sentie mal. Il semble que le mal des montagnes l'ait frappée. C'est une chose sournoise, on peut se sentir bien à la montée, et à la descente, lorsque le corps est déjà épuisé, il frappe de plein fouet. Mal de tête, nausées, les jambes deviennent cotonneuses, les pensées s'embrouillent, chaque mouvement demande un effort de volonté. Elle marchait en dernière, à côté du guide Alexei Pouzikov. Il surveillait les retardataires, c'était sa tâche. Lorsqu'ils sont descendus à une altitude d'environ 4900 mètres, ils ont entendu une voix à travers le hurlement du vent. Faible, à peine audible. Ils sont allés vers le son. Bientôt, ils ont trouvé un autre participant, Grigori. Lui aussi s'était senti mal. Il avait pris du retard sur le groupe principal, avait perdu de vue ceux qui le précédaient et s'était perdu. Il se tenait au milieu du vide blanc, ne sachant où aller. Ils étaient maintenant 3. Ekaterina, Grigori et le guide Pouzikov, 3 personnes épuisées au milieu d'un glacier sillonné de crevasses. Ekaterina et Grigori se déplaçaient à peine. Leur force était à bout. Et marcher contre un vent en rafale est une épreuve à part entière. Le vent vous pousse en arrière, le vent vous arrache l'air des poumons, le vent vous prend votre dernière chaleur, vous vous penchez en avant, vous vous couchez presque dessus, et vous rampez à peine. La nuit commençait à tomber. Les jours d'octobre sont courts, le soleil se couche vite et l'obscurité s'abat presque instantanément.
Il y a une demi-heure, on voyait encore quelque chose, et maintenant plus rien. Le guide Pouzikov a raisonné sainement. Descendre dans le noir, par un temps pareil avec 2 personnes exténuées, à travers une zone de crevasse sans corde, c'est la mort assurée. Le risque de tomber dans une crevasse est démultiplié. Le risque de se perdre encore plus. Il a pris la décision de passer la nuit sur la montagne. Cela semble presque anodin, passer la nuit, mais il faut comprendre ce que cela signifie en pratique. De telles ascensions durent généralement de 12 à 15 heures. Les alpinistes n'emportent pas beaucoup d'équipement, c'est un poids superflu qui devient une torture en altitude. L'équipement standard, un thermos de thé, un en-cas, une doudoune de rechange. On ne prend ni tente, ni sac de couchage, ni réchaud. Pourquoi ? Le soir, vous êtes censé être au camp. C'est donc ce qu'on appelle une nuit froide qui les attendait. Sans abri, sans chaleur, sans possibilité de se réchauffer. Ils ont trouvé une fissure dans les rochers, un petit renfoncement où le vent soufflait moins fort. Le vent les atteignait quand même, mais au moins il ne frappait pas de plein fouet. Ils ont enfilé tous les vêtements chauds qu'ils avaient, doudounes, bonnets de rechange, tout ce qu'ils ont trouvé dans leur sac à dos. Ils se sont serrés les uns contre les autres, 3 personnes en boule, essayant de conserver les restes de chaleur. Et ils ont commencé à attendre l'aube. En octobre, à cette altitude, la température descend facilement à moins 15 degrés. Et avec le vent, la température ressentie est de moins 30, voire pire. Le vent est le principal ennemi. Il aspire la chaleur du corps plus vite que vous ne pouvez la produire. Vous tremblez, puis vous arrêtez de trembler. Et c'est un mauvais signe. Cela signifie que votre corps commence à abandonner. La nuit s'est étirée à l'infini. Chaque heure en semblait 3. Le sommeil est impossible, le froid vous empêche de vous oublier. Seulement un semi-délire où la conscience flotte et le corps continue de trembler. Parfois, l'un des 3 bougeait, changeait de position, et cela sortait les autres de leur torpeur. Ils échangeaient quelques mots, des phrases courtes, les dents claquant, juste pour s'assurer que tout le monde était encore en vie. Mais malgré tout, ils ont tenu jusqu'au matin. Quand la brume grise a commencé à s'éclaircir, quand il est devenu possible de distinguer les contours de la pente, ils ont compris qu'ils avaient survécu. Pour l'instant, ils avaient survécu. À l'aube, ils ont repris la descente. Cependant, la nuit n'était pas passée sans laisser de traces. Grigori ne pouvait pratiquement plus marcher. Pendant la nuit, il avait eu les pieds sévèrement gelés. Ses doigts étaient engourdis, avaient perdu toute sensibilité. Chaque pas provoquait une douleur, et en même temps une étrange sensation de ne pas marcher sur ses propres pieds. Son état général était mauvais, lenteur, confusion mentale. Son corps réclamait de la chaleur et du repos. Et à la place, de nouveau la pente, de nouveau le vent, de nouveau le combat. Yekaterina tenait à peine debout elle aussi. La nuit avait aspiré ses dernières forces. Elle se déplaçait comme un automate, à peine consciente de ce qui se passait. Un pas, encore un pas. Ne pas tomber, ne pas s'arrêter. Alexei Pouzikov devait faire descendre 2 personnes épuisées, seules, sans corde, sur un glacier crevassé. Au début, ils ont essayé de soutenir Grigori ensemble, Alexei d'un côté, Katia de l'autre. Mais sur les passages étroits, ce n'était pas pratique, on ne pouvait pas passer à 3 de front. Le guide a pris le jeune homme sur lui et avançait, le traînant pratiquement. Et Katia suivait. Peut-être que Pouzikov a raisonné ainsi. C'est sa 8e ascension de l'Elbrus. Elle connaît cette montagne. Elle a assez d'expérience. Elle s'en sortira seule. Mais Grigori, il faut littéralement le porter, sinon il n'y arrivera pas. Une logique compréhensible. Mais en montagne, la logique ne fonctionne pas toujours. Quand ils sont descendus à une altitude d'environ 4100 mètres, le guide s'est arrêté et a montré à Ekaterina la direction. Là-bas, le camp. Ils étaient tout près. Encore un peu, et ce cauchemar serait terminé. Chaleur, nourriture, repos. Il a remarqué que Katia marchait normalement.
Elle prenait même des photos. Elle a sorti son téléphone, a pris quelques clichés, les montagnes, la pente, peut-être elle-même. Pouzikov a probablement pensé « si elle prend des photos, c'est qu'elle va bien. Une personne à bout ne se comporte pas comme ça. » Et il a reporté son attention sur Grigori. Le jeune homme pendait sur lui comme un poids mort. Ses jambes n'obéissaient presque plus. Il restait peu de chemin jusqu'au camp, mais ces mètres, il fallait encore les parcourir. Quelques minutes ont passé, peut-être 5, peut-être 10, le guide s'est retourné. La femme n'était plus sur la pente, simplement plus là. La pente blanche, le ciel gris, le sifflement du vent. Et personne. Pouzikov a pensé qu'elle était tombée. Il a remonté de quelques mètres en suivant ses traces, des empreintes nettes de grands ponts dans la neige. Les traces menaient et s'interrompaient. Elles ne s'effaçaient pas progressivement, elles s'interrompaient brusquement, comme si la personne avait tout simplement disparu. Il l'a appelée, a crié, le vent emportait sa voix. Personne ne répondait. Normalement, il aurait fallu continuer à suivre les traces, chercher le lieu de la chute, chercher la crevasse où elle aurait pu tomber. Mais alors, il aurait fallu abandonner Grigori, et celui-ci ne tenait déjà presque plus debout. Le laisser seul sur le pente, c'était le condamner à mort. 2 personnes, un guide, un choix impossible. Visiblement, Pouzikov s'est convaincu que Katia les avait dépassés, qu'elle était descendue au camp par un autre chemin, qu'elle était déjà assise au chaud, buvant du thé et les attendant. Il a traîné Grigori vers le bas. Et que se passait-il avec le groupe principal? Selon une des participantes, à la descente, ils se sont aussi beaucoup égarés, partant tantôt à droite, tantôt à gauche, perdant la direction, retrouvant difficilement le sentier pour le perdre à nouveau. Un des alpinistes est tombé dans une crevasse, pas très profond, il est resté coincé, s'est accroché au bord, mais il ne pouvait pas sortir seul. Litvinov a couru vers le bas, au camp, chercher le 3e guide, ce même Lopatine qui, le matin, avait fait descendre la jeune femme depuis les rochers de Lens. À 2, il devait sortir l'homme, mais le temps qu'il court, qu'il revienne, le participant s'en était sorti seul. Il avait taillé des marches dans la neige, s'était hissé, était sorti. Il a eu de la chance. Vers 7 heures du soir, la majeure partie du groupe a atteint le refuge nord, épuisés, gelés, mais vivants. Ils se sont effondrés dans la chaleur et se sont écroulés sur les couchettes. Certains se sont endormis immédiatement. D'autres n'ont pas réussi à se réchauffer pendant plusieurs heures, assis, emmitouflés dans tout ce qu'ils ont trouvé et tremblants. Jusqu'à tard dans la nuit, ils ont attendu les 3 retardataires, Pouzikov, Grigori et Katerina. Ils auraient dû arriver. Ils n'arrivaient pas. Vers 2 heures du matin, Litvinov a appelé les secours, MCH. Il a signalé que 3 personnes avaient disparu sur la pente. Le 20 octobre, à 5 heures du matin, alors que le ciel commençait à peine à grisonner, Litvinov et les 3 participants les mieux préparés sont partis à leur recherche. Ils ont gravi la pente, scrutant chaque ombre, chaque monticule de neige. Bientôt, ils ont rencontré Pouzikov. Il descendait, si l'on peut appeler ça descendre. Il portait littéralement Grigori sur lui. Le jeune homme pendait sur lui, bougeant les jambes de manière purement mécanique. Ses pieds gelés n'avaient presque plus de sensibilité. « Et Katia ?» ont-ils demandé à Pouzikov. Il n'a pas répondu, ou a répondu quelque chose d'inintelligible. Il était lui-même à bout. Les alpinistes sont montés plus haut en suivant les traces. Ils ont crié, ont appelé Katerina. Leur voix se propageait sur la pente et se perdait dans le vide. Personne ne répondait. La météo s'est à nouveau dégradée. Le vent s'est renforcé jusqu'à 15 mètres par seconde. Une épaisse couche de nuages est descendue, le même brouillard blanc qu'est la veille. Continuer les recherches est devenu impossible. Le soir, le groupe est retourné au camp. Et Katerina n'a pas été retrouvée. Les sauveteurs du MCH ne sont arrivés que le 21 octobre. Rappelons la chronologie, l'ascension a commencé le 18. Et Katerina a disparu le 19 au matin. Plus de 24 heures s'étaient écoulées. Une femme non retrouvée sur la pente est très probablement tombée dans une crevasse de glacier. Ces crevasses sont de véritables pièges. Elles sont recouvertes de neige par le dessus. Elles ressemblent à une surface plane, en rien différente d'une pente sûre. Et sous le mince pont de neige, le vide. Les crevasses peuvent atteindre des dizaines de mètres de profondeur. Parfois des centaines. Au cœur du glacier, dans l'obscurité éternelle.
Il est presque impossible de prédire où elle se trouve. Un glacier n'est pas de la pierre, il bouge, lentement, imperceptiblement à l'œil nu, mais constamment. Il s'écoule le long de la pente, comme une rivière épaisse. Et au cours de ce mouvement, de nouvelles crevasses s'ouvrent sans cesse. Là où hier c'était sûr, aujourd'hui il peut y avoir un gouffre. Pourtant, une personne tombée dans une crevasse peut tout à fait survivre. La chute n'est pas toujours mortelle. Parfois, la crevasse se rétrécit vers le bas et le corps se coince. Parfois, il y a un bouchon de neige en bas qui amortit le choc. La personne est là, dans le noir, avec les jambes cassées peut-être, ou sans blessure grave, simplement piégée. Elle crie, mais les parois de glace étouffent le son. En haut, le vent, le blizzard, la voix ne passe pas. Elle essaie de sortir, mais les parois sont glissantes, lisses, sans corde, sans piolet, impossible. Et elle attend, espère qu'on la trouvera, qu'on l'entendra, qu'on lui lancera une corde. Mais le temps passe, le froid prend la dernière chaleur. Un organisme affaibli après une nuit froide ne peut pas lutter longtemps. Quelques heures, peut-être une demi-journée. Puis, c'est fini. Et les sauveteurs sont arrivés 24 heures plus tard. En fait, ils sont venus chercher non plus une personne vivante, ils sont venus chercher un corps. Les spécialistes arrivés sur place ont inspecté la pente. Ils ont utilisé un hélicoptère, il a tournoyé au-dessus du glacier, cherchant la moindre chose. Une tache de couleur inhabituelle pour la neige, une trace, un trou, rien. Les volontaires qui ont participé aux recherches ont raconté plus tard: dans cette zone, les crevasses sont d'une profondeur immense. Ils ont dû descendre de 40 à 50 mètres, aussi loin que la corde le permettait. Plus bas, l'obscurité, l'inconnu. Ils ont d'abord examiné les bords des crevasses, les excroissances de glace, les stalactites. Si une personne était tombée, elle les aurait fait tomber. Cela aurait été une trace. Mais il y a des endroits, disaient les sauveteurs, où l'on ne voit absolument rien, ni les bords, ni les parois, ni un fond. On regarde en bas et il y a juste un vide noir, un abîme. Le corps d'Ekaterina Klimovskaya n'a pas été retrouvé à ce jour. Quelque part là-bas, dans les profondeurs du glacier, elle est restée pour toujours. La montagne l'a prise et ne l'a pas rendue. Quelle est donc la cause de cette tragédie? Qui est coupable? Le célèbre alpiniste Vladimir Chataïev, mari d'Elvira Chataïeva, décédée sur le pic Lénine, s'est exprimé ainsi. Quand il fait beau, les gens montent sur l'Elbrus presque en t-shirt. Cela incite à la négligence. On se dit, qu'y a-t-il de si spécial? C'est une promenade. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les ratraques. On cotise 1000 roubles chacun et on vous dépose presque jusqu'au rocher de Pastoukov. Mais il n'y a aucune acclimatation. Il y a eu des cas. Une personne descend du ratraque, fait 10 mètres et s'effondre. Crise cardiaque. La mort. Sur un terrain plat, par beau temps, simplement parce que le corps n'est pas prêt pour l'altitude. C'est pourquoi je suis contre ces ratraques. Il faut une acclimatation normale, 7 à 8 jours minimum. Et plus loin, si vous allez en montagne, suivez une préparation complète. Avoir un équipement moderne ne suffit pas. Il faut savoir s'en servir. Il faut une base technique. À cause du mauvais temps ou du manque de visibilité, les gens s'égarent, tombent dans des crevasses, meurent de froid. Dans le monde entier, la norme est d'un maximum de 2 clients par guide, une seule cordée. Et chez nous, les agences de tourisme proposent souvent comme guide des personnes sans statut et sans expérience. Il est monté 2 fois sur l'Elbrus et il se prend déjà pour un guide. On trouve des annonces, l'Elbrus en 1 jour. Et dans ces groupes, on entasse des foules de gens. Chataïev a ajouté: oui, il y a des guides expérimentés sur l'Elbrus, de vrais professionnels, mais ils n'emmèneront pas un troupeau de 18 personnes. Ils prendront 1, maximum 2 clients, c'est tout. Et il faudra les payer un tout autre prix. Voilà, en somme, la réponse. La principale cause de cette tragédie est un manque catastrophique de guides. Ils n'étaient tout simplement pas assez nombreux pour contrôler un groupe aussi grand, surtout quand les problèmes ont commencé, quand la météo s'est gâtée, quand les gens ont commencé à s'épuiser, quand chacun demandait de l'attention. 3 personnes pour 18 clients, puis 2 pour 16, et ensuite 1 pour 2. Et ces 2-là, il n'a pas pu les protéger.
Bien sûr, il y a d'autres facteurs. Il fallait faire demi-tour bien plus tôt, dès que le nuage est descendu. Laisser les cordes en bas, une décision qui semblait raisonnable mais qui s'est avérée fatale. Marcher par mauvais temps sans être encordé sur un glacier sillonné de crevasses, ce n'est pas un risque, c'est la roulette russe. Lors de telles ascensions, chaque participant doit avoir sur lui un équipement de sécurité, mousqueton, cordes, piolets. Sur un glacier couvert, il est nécessaire de se déplacer uniquement encordé, à la montée, à la descente et même sur les portions plates. Parce que les crevasses peuvent être recouvertes de neige. Le danger n'est pas visible, il attend, simplement. Le chef de groupe a l'obligation de voir tous les participants du groupe, de savoir dans quel état ils se trouvent, de ne pas les abandonner et de ne pas partir en avant, laissant derrière lui des gens épuisés. Et bien sûr, les sauveteurs. Arriver 24 heures plus tard, c'est une condamnation. S'ils étaient arrivés plus tôt, ne serait-ce que de quelques heures, ils auraient cherché une personne vivante qui avait encore une chance. Mais ils sont venus chercher un corps, qu'ils n'ont même pas trouvé. Si l'on regarde plus largement, ce cas n'est pas une exception. Il ressemble beaucoup à la tragédie de 2021 sur ce même Elbrus où 5 personnes sont mortes. Le même tableau. Des entreprises commerciales qui veulent gagner un maximum. Plus de clients, plus d'argent. Manque de guides. Des guides sans la qualification requise. Des clients qui cherchent le moins cher, n'ayant pas assez d'expérience, mais qui s'engagent quand même sur des itinéraires difficiles. Et de tels cas sont loin d'être isolés. En 2011, dans le journal touristique Volni Veter, un article d'une certaine Iulia S. a été publié. Elle y racontait comment les instructeurs du Club Aventure l'avaient abandonnée sur la pente lors d'une ascension de l'Elbrus. Selon elle, les membres du groupe étaient pratiquement livrés à eux-mêmes. Les guides ne s'en sortaient pas, avec un tel nombre de personnes, ils n'avaient tout simplement pas le temps. Iulia s'est sentie mal, elle était allongée dans la neige, ne pouvant presque plus bouger. Elle ne voyait pas ses instructeurs. Ils étaient quelque part devant ou derrière, mais certainement pas à côté d'elle. Finalement, des gens d'un tout autre groupe l'ont aidée à descendre, des étrangers, qui ont simplement vu une personne en détresse et ne sont pas passés à côté. L'un des instructeurs de cette expédition, Andrei Doukin, a déclaré plus tard que la jeune femme avait commis de nombreuses inexactitudes dans son récit. Selon lui, le fait que des gens de groupes différents s'entraident est une pratique normale en montagne. Lui-même n'a pas aidé Iulia parce qu'elle n'était pas la dernière de la colonne, il accompagnait d'autres participants. Si de bonnes personnes ne s'étaient pas trouvées pour Iulia, a-t-il dit, elle se serait retrouvée en compagnie de nos serfils, y compris moi. Cela sonne presque comme une justification, comme pour dire on ne l'aurait de toute façon pas abandonné. Mais le fait est là, ce sont des étrangers qui l'ont aidé. En 2017, les médias ont parlé de Mikhail Belikov. Il a fait une chute non loin du sommet de l'Elbrus et a été gravement blessé. Le guide avec qui il marchait, selon des témoins, a poursuivi l'ascension avec une partie du groupe, malgré l'accident. Le sommet était plus important. Une histoire après l'autre, des années différentes, des personnes différentes, mais le tableau est le même. Mais revenons à Ekaterina Klimovskaya. Comment cette affaire s'est-elle terminée? L'organisateur et les 2 guides ont écopé de peines de prison ferme, pas de sursis, du ferme. Tous les 3 ont été envoyés dans une colonie pénitentiaire à régime général. Ivan Lopatin, en tant que guide et cofondateur du Club Aventure, a reçu 3 ans. Dmitri Litvinov, 2 ans et 5 mois. Alexei Pouzikov, 2 ans et 4 mois. Chacun a également été condamné à une amende de 100 000 roubles. De plus, ils ont été condamnés à verser une indemnisation pour préjudice moral à la mère d'Ekaterina. Tous les 3 ont été placés en détention directement dans la salle d'audience. C'est une rareté pour de telles affaires. Habituellement, des peines avec sursis, des amendes, et tout le monde s'en va. Mais ici, une peine de prison ferme. Peut-être que cela changera un peu la situation. Peut-être que d'autres entreprises commerciales réfléchiront avant de remplir leur groupe à ras-bord et d'économiser sur les guides, bien que très probablement non. L'argent est plus important. Sur la page d'Ekaterina Klimovskaya sur les réseaux sociaux, il reste une publication. Elle écrivait « Parfois, il faut mettre ce monde sans dessus-dessous,
pas pour de grands changements et le regard exalté de l'âme, mais juste comme ça, pour le plaisir. Se réveiller dans son lit, prendre une douche, puis aller conquérir l'Everest. Et danser un tango endiablé à son sommet avec tous les vents, en riant dans l'abîme du ciel. Elle voulait conquérir des sommets, danser avec les vents, rire dans l'abîme du ciel. L'abîme l'a emportée. Ekaterina a laissé derrière elle une fille de 6 mois, une petite fille qui ne connaîtra jamais sa mère, à qui on racontera un jour cette histoire, sur les montagnes, sur la crevasse, sur comment sa maman est partie et n'est jamais revenue.